Bien. Ce n'est pas tout. L'autre terme qui est standard dans l'équation de Sakai, c'est la fonction d'observation fois phi fois dw. Donc B, c'est-à-dire B nu T dwt, ça c'est standard. À ceci près, à nouveau, que dans le B, il n'y a pas le contrôle alpha t d'habitude. Ensuite, on a deux termes supplémentaires qui proviennent des corrélations. Et ça, c'est non standard. Donc, un premier terme, qui se trouve où? Qui se trouve là. Lorsque vous intégrez par partie, ça fait une divergence si on est en dimension plus grande, mais ça fait un moins d sur dy, moins d sur dy de gamma nu. Les wt. Donc là, c'est écrit sous forme de Ito pour ceux qui connaissent un tout petit peu d'équations dérivées partielles stochastiques, sachant que le terme en gamma carré est dans le L. Il y a le terme en 1 demi de gamma carré. Donc la somme de ces deux termes, c'est une intégrale, c'est une forme de Stratanovich. Ensuite, il reste un dernier terme qui est en dt et qui, lui, n'a pas beaucoup d'importance, mais si on veut être totalement rigoureux, il est là, qui est à nouveau une divergence. Ici, en dimension 1, c'est un moins d sur dy de b gamma dt. Gamma est le terme qui mesure en particulier les corrélations, puisque vous avez ici sigma dw et gamma dw. Donc la corrélation est dans le gamma. Voilà donc l'équation, et puis un nu qui manque, pardonnez-moi. Donc la moralité, c'est que pour réécrire un problème, maintenant on a une équation d'évolution qui est une équation aux dérivées partielles de type parabolique, conservative. Le L étoile est conservative, le L était écrit comme ceci. Bon. On a un opérateur de multiplication devant le dw, ça c'est Sakai. Donc on voit bien, Sakai c'est une EDP puis un terme multiplicatif. C'est gentil. Dès qu'on a une corrélation, on a en plus un terme de transport stochastique qui est linéaire en nu, donc ce n'est pas très méchant. Mais il y a du contrôle dedans. Et puis on a aussi un terme de transport dans le dt, mais ça, à la limite, vous pouvez penser que c'est une correction de ce qui est là-dedans. En fait, c'est aussi une manière de réécrire le drift total. Ça s'agrège avec la partie qui était en bêta ici. Puisque vous avez un moins dy de bêta nu et bêta plus b gamma, c'était le drift initial total. Donc, d'une certaine manière, ce terme-là, il est dans le vrai L étoile. Tout ceci est paramétré par xt alpha t, il y a du contrôle partout, c'est paramétré par xt, mais on a un état du système xt nu t qui est totalement observable. Donc, nu t, c'est aussi une manière de faire du filtrage, mais là, on contrôle le filtrage. Donc, la définition de nu t, on l'a ici. C'est comment récupérer à partir des observations, comment récupérer un problème qui est maintenant en information. C'est un problème donc de contrôle stochastique. Il n'y a plus d'information partielle. Donc, c'est info totale, complète, mais il est en X nu. Donc j'ai écrit tout à l'heure dans un exemple qui était un exemple extrêmement particulier, j'ai écrit ce qu'était l'équation de la JB associée à ça. On peut l'écrire, on peut lui donner un sens. À nouveau, on va avoir le choix d'espace dans lequel travailler.
Il y a un monceau d'hypothèses techniques. Je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant. Je voulais vous montrer la manière systématique pour réduire un problème qui est le plus général que je puisse imaginer de contrôle stochastique avec information partielle à un problème d'information de contrôle stochastique en information totale et une équation de HJB, donc équation de HJB pour quelque chose qui va être une fonction valeur qui dépend de x et de nu. X, c'est la position initiale de xt, et nu, c'est évidemment la mesure qui est ici, qui est la condition initiale pour l'équation en UT. Bon, après, on peut commencer à dérouler la technique, mais on a fait d'une certaine manière ce que je juge être le plus dur, c'est-à-dire de savoir comment aborder ce problème-là. Là, maintenant, on est en territoire connu, même si complexe, même si plus ou moins bien balisé. En revanche, il y a encore une dernière petite observation que je vais faire. Donc, vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'hypothèses techniques, c'est pour ça que j'ai mis l'hypothèse 1, mais un certain nombre d'hypothèses techniques pour pouvoir réellement, de toute façon, il aurait bien fallu faire des hypothèses sur gamma, delta, bêta, leur régularité, etc., etc., leur croissance. Donc, des hypothèses techniques comme ceci, ça, c'est un premier point. Deuxième point, il va y avoir aussi des hypothèses de croissance, car vous voyez qu'on a assez naturellement ici, du fait qu'il y ait des termes linéaires en U, on n'est pas dans des situations bornées. On est dans des situations qui sont naturellement, où les coefficients sont à croissance. Ben ça, c'est un opérateur linéaire, donc c'est à croissance linéaire. Ce qui explique au passage la difficulté que l'on avait trouvée tout à l'heure, c'est qu'on a une croissance qui est linéaire en U, et tout à l'heure, on avait devant le nu un alpha qui était éventuellement, lui, non borné. Donc je vous avais dit alpha z ou alpha nu, ça, c'est bilinéaire. Donc effectivement, si vous avez un B qui est à croissance linéaire, il peut y avoir, il faut faire un tout petit peu attention à ces problèmes de croissance. Alors, au niveau de la dimension infinie, ce n'est pas gênant. Bon. Mais il faut quand même faire un tout petit peu attention, et c'est vrai que si vous regardez la littérature traditionnelle sur Zakai, etc., vous verrez beaucoup d'hypothèses du style fonction d'observation bornée. Comme ça, on évacue ce problème-là. C'est quand même un peu paradoxal, parce que ça veut dire que, ouais, enfin, une fonction d'observation bornée, bon, c'est une hypothèse. Bien. Mais une hypothèse qui est par exemple pas vérifiée si vous dites que ce que j'observe, c'est l'entièreté d'une composante de mon système. Ben, ça, c'est non borné. C'est-à-dire, j'ai deux composantes, et puis ce que j'observe, c'est x1, entièrement, complètement, ben, ça, c'est une fonction d'observation qui est x1, définie sur R2. Ben, ça, c'est pas borné. Bon. Donc, bon, je saute allègrement sur un certain nombre de points que j'ai abordés dans l'exemple en détail, et je reviens sur l'hypothèse 1, qui, comme je disais, est la seule hypothèse structurelle. Toutes les autres sont des hypothèses techniques. Sur l'hypothèse structurelle, quelle est-elle? Ça veut simplement dire que dans la composante que l'on observe, je ne sais pas gérer un coefficient de diffusion qui dépend de la composante non observée. Parce que ici, ça veut dire qu'il y a un YT, et ce YT, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que d'une certaine manière, le YT, il était déjà probabiliste, mais je l'ai remplacé par la densité NUT, qui me donne les valeurs possibles de YT. Okay? Donc ce n'est pas une densité, c'est cette expérience conditionnelle, il y a le poids de Garsanov. Mais grosso modo, vous voyez bien que ça me dit qu'est-ce que ça vaut YT?
connaissant W ou connaissant X. Et là, je ne peux pas glisser une espérance conditionnelle dans le dx. Donc, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Certainement pas. Mais en tout cas, il va falloir rajouter une idée supplémentaire. Bien. Déjà, en termes de généralité, cela suffit. Mais je voulais insister sur ce petit point, puisque c'est pas... Je suis quand même, sans trop jurer, sans jurer, savoir parfaitement tout ce qu'il y a dans la littérature. Il me semble qu'on est bien au-delà des approches classiques de contrôle stochastique avec information partielle. Et de toute façon, les équations de Hamilton-Jacobi-Bellman qu'on récupère à la fin sont naturellement en dimension infinie. Il faut des situations très particulières pour qu'on puisse réduire exactement le problème de dimension infinie en un problème de dimension finie. Ça, on le sait parce qu'il y a une grande littérature sur le filtrage. Le filtrage, c'est précisément, vous oubliez tout ce qui est contrôle, c'est précisément passer de YT à NUT. On peut voir ça comme ça. Bon, passer de YT à NUT, ben ça c'est le filtre. Il est en dimension infinie puisque je récupère des probas. Et connaissant XT, je filtre les valeurs de YT. C'est ce qu'on appelle le filtrage non linéaire ici. Alors, dans le cas où le filtrage est linéaire, on peut, parce que justement, il y a les gaussiennes, et c'est exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure, et il y a d'autres manières, j'ai indiqué une manière qui va au-delà des gaussiennes de le faire, on peut se ramener à des fils de dimension finie. Ça, c'est connu. Et on sait aussi démontrer des résultats sur le fait qu'il n'existe pas de filtre de dimension finie dans des situations non linéaires en général. Donc ça, c'est toute la théorie du filtrage. Donc, il n'y a pas le choix. À un moment donné, si on a des termes non linéaires, il y a de fortes chances pour qu'on ne puisse pas trouver une équation de Bellman équivalente en dimension finie. Fin de l'histoire. Voilà. Alors, je crois que là, c'est assez lourd du point de vue probabiliste. On ne va pas partir... je tiens à conserver quand même quelques personnes dans mon cours, donc on ne va pas partir sur les équations de HJB associées à des systèmes comme ceci. Je vous ai signalé une très vieille référence de la fin des années 80. J'avais commis une série de 3 articles sur les solutions de viscosité pour des équations de Bellman en dimension infinie ou des équations complètement non linéaires en dimension infinie. Et le 3e était consacré à Zakai et contrôle stochastique en information partielle. Et il était paru dans un Proceedings, donc ça se trouve sur Internet, Proceedings de théorie des systèmes et de contrôle. C'était un papier assez long, assez technique. Je pense que, honnêtement, s'il y a 2 personnes qui l'ont lu au monde, c'est un max. Donc, c'est un article pourtant... je pense extrêmement original, mais je pense que c'est un article aussi qui a fait peur. Je me souviens très bien de la communauté à l'époque. J'ai sorti cet article et tout le monde a changé de sujet. Donc parce que c'était quand même techniquement un peu complexe de sortir, de regarder ces équations de Bellman en dimension infinie. Je pense que c'est maintenant un bon moment d'exhumer ce sujet oublié, donc de faire un peu d'archéologie. Parce que la technologie a progressé, beaucoup plus de gens ont commencé à manipuler des équations beaucoup plus, c'est-à-dire on a dû doubler le nombre de personnes qui savent travailler avec des équations dérivées partielles sur l'espace des mesures. Donc j'exagère, il y en a maintenant beaucoup plus, et que donc c'est quand même un sujet très central dans la théorie du contrôle stochastique. Contrôle stochastique avec information partielle. C'est quand même un sujet de base parce que les infos sont souvent partielles. En revanche, le prix à payer, de par la non-existence de problèmes de dimension finie équivalents, le prix à payer est très lourd. Donc c'est très naturel, mais aussi très difficile à manipuler. Donc voilà. Dans le temps qui me reste aujourd'hui, plutôt que de délirer sur cette équation, je vais commencer à mettre en place le 2e sujet du cours,
qui va être... j'ai encore un peu de doute sur ce que sera le troisième sujet, parce que je ne sais pas si je vais en faire 4 ou 3. Donc 3 ou 4, je sais ce que c'est-à-dire que s'il y en a 4, je sais ce que c'est 3 et 4, et si j'en fais que 3, je sais aussi ce que c'est 3, mais je n'ai pas encore décidé entre les deux choix. Et d'ailleurs, le 3 est le même que le 4, vous m'avez suivi, j'espère. Donc, hein? Pour commencer, pensons à 2, dit le sage. C'est bien parce que tu as fait l'effort de te lever ce matin que je t'appelle le sage. Hein. C'est-à-dire, il y a toujours des moments où la distinction entre abruti et sage n'est pas totalement évidente. Bon. Alors, ou endormi, si on pourrait être plus gentil. Alors, donc, deuxième sujet, qui est un sujet dans lequel les parties très stochastiques vont venir beaucoup plus tard. Je pense faire 2 cours et demi dessus. Là, j'ai fait, je dis à peu près, c'est mon 3e cours aujourd'hui, je crois, donc c'est ça, j'ai fait un peu plus que 2 cours et demi, et ça m'en laissera 4 sur 1 ou 2 sujets. Bien. Donc, on oublie tout ça. On va retrouver... Pierre Carlier me faisait une deuxième remarque il y a 14 jours, il était en forme. Et donc, après avoir corrigé mes erreurs, ce qui était une remarque utile, il faut que je me méfie de la dernière demi-heure. Donc, je ne vais pas faire de théorème dans la dernière demi-heure, parce que quand même, sur mes 2 premiers cours, je suis mortifié de dire que c'est toujours dans les 5 dernières minutes que j'ai écrit quelque chose au tableau qui était faux. Donc, je m'en suis aperçu, mais il faut que ça s'arrête. Oui, je sais, d'accord. Oui. Alors, là, on reconnaît bien ton sens élevé de l'exigence de rigueur scientifique. Non, mais le moral, ça va, tu ne fais pas de soucis, hein, je corrige. Bon. Mais c'est quand même bien de corriger ces erreurs. Bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un cours d'introduction, donc là, je ne peux pas me planter, c'est bon. Donc, Pierre, je reviens en arrière, me faisait l'observation suivante. Qu'est-ce que tu me disais d'ailleurs? C'est que c'est un peu technique, mais c'est assez intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'on fait du contrôle de l'équation de Sakai, on peut apprécier ça par la programmation dynamique. Auquel cas, on a une équation de Bellman qui est posée en dimension infinie sur l'espace des mesures, etc. Une autre manière de voir les choses, c'est d'essayer d'aborder ça par des conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité. Ce qu'on appellerait Pontryagin si on était en train de parler du contrôle déterministe standard. Alors ça fait assez naturellement apparaître des conditions qui sont... Vous avez un système d'évolution qui évolue en temps positif, le temps croît, le xt nu évolue. Ça fait apparaître assez naturellement, comme dans le principe de Pontryagin, un état adjoint rétrograde. Un état adjoint qui est donc de dimension infinie et qui se trouve être la solution d'une équation différentielle stochastique rétrograde, à part que c'est une équation aux dérivées partielles stochastiques rétrogrades et qui est le système forward-backward que l'on a derrière les MFG, bon, les jeux à champ moyen. Bien. Une autre manière plus simple de dire les choses, c'est qu'on est évidemment, dès qu'on écrit un problème de contrôle stochastique sur des équations qui sont essentiellement des équations de Fokker-Planck stochastique, c'était mon DNU, eh bien c'est un MFG. C'est le cas particulier où les jeux à champ moyen ont un principe potentiel, un principe d'optimisation. Donc c'est naturel, c'est cohérent. On est en train de faire, et on se rappelle ça parce que ça va réapparaître dans ce que je vais vous raconter à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire on se souviendra que lorsqu'on regarde un problème de contrôle optimal
d'équations de type Fokker-Planck. Ça, c'était le nu. L'équation en nu, c'est une équation de type Fokker-Planck. Eh bien, lorsque l'on regarde ceci, il y a les MFG dans un cas particulier, qui est le cas particulier où on aime bien dire avec Jean-Michel Assery, c'est le cas où on a le planificateur suprême qui fait que tous les joueurs se comportent comme le planificateur le veut. C'est leur intérêt, au sens d'équilibre de Nash. On est dans cette situation-là, on a un problème d'optimisation. En économie, il y a fort longtemps, on en parlait de la main invisible du marché, qui était une sorte de planificateur où tout le monde se comportait suivant un optima global, se comporte comme un optima global tout en ayant l'impression et ne fait des décisions qu'en essayant de maximiser son intérêt personnel. Bien. Donc je mets ça de côté, car donc très particulier des MFG, oui, c'est naturel, des jeux à champ moyen, c'est naturel parce que c'est du contrôle d'équations de type Fokker-Planck. Bon. Alors, on va voir réapparaître ceci en parlant donc de ce deuxième sujet qui est du contrôle, toujours du contrôle, de processus conditionnés. Alors ça, c'est quelque chose qui me turlupine depuis pas mal de temps et j'ai finalement compris comment on pouvait faire ça et de deux manières différentes, plus ou moins générales et qui donnent deux résultats différents. Une manière étant plus générale que l'autre. L'idée est très simple. C'est de dire qu'on peut être dans des situations où on a un système que l'on contrôle et que les décisions que l'on prend ne tiennent pas compte du fait que quelque chose peut se produire sur ce système. En d'autres termes, que les décisions que je prends portent non pas sur le système, mais sur le système conditionné par le fait que je ne tiens pas compte de quelque chose qui peut arriver. Donc, je vous en avais parlé un tout petit peu lors du premier cours, je reviens dessus. C'est contrôler un système stochastique entre guillemets, sans jamais tenir compte de situations particulières. Donc, je vous avais signalé que Philippe Aguillon, mon collègue ici au Collège de France, dont je recommande les cours, sa réaction quand je lui avais parlé de ce thème-là m'avait dit « oui, c'est de la rationalité bornée ». Et c'est également de dire, puis je vous avais donné des exemples, et je vous avais signalé, il y a des tonnes d'exemples auxquels on peut penser. Alors, en général, c'est lié au fait qu'un événement ne se produit pas. Ça peut être un événement en bout de course. Exemple, c'est lorsqu'il y a des primaires. Tiens, je ne sais pas pourquoi je pense à des primaires en ce moment. Lorsqu'il y a des primaires, des candidats qui sont crédités dans les intentions de vote de 0,01% et qu'on leur demande qu'est-ce que vous allez faire pour le second tour, disent non, je ne veux pas me placer dans l'hypothèse où je ne serai pas retenu au second tour. Donc ça, c'est la rationalité bornée. Donc, pardon ? Excusez-moi, j'ai un meilleur exemple. Je n'ai pas compris. Macron se lance et à la fin, il n'a pas ses signatures. Oui, c'est-à-dire qu'il tient. Et effectivement, il n'a pas de signature, on verra. Personne n'en sait rien. Mais effectivement, c'est une situation où il n'imagine pas qu'il n'aura pas de signature et qu'il va tout faire comme s'il les avait. Okay. Donc, le coût des primaires, etc. etc. Donc ça, vous pouvez dire, mais ça c'est du théâtre, ils y réfléchissent peut-être, oui, mais toutes les décisions qu'ils vont prendre, dans les actions qu'ils vont prendre, sont faites sans tenir compte de cette possibilité qui pourtant va arriver avec probabilité 1.
Enfin, je ne parle pas de Macron, je parlais de primaire. J'en sais rien. Oui, mais on reviendra dessus. Donc, et je voudrais séparer là-dedans donc des exemples, deux exemples que j'aime bien, qui sont d'une part la gestion des entreprises. Bien, il est totalement clair que tout un tas de décisions stratégiques sont prises sans se dire qu'est-ce qui se passe si on fait faillite. D'accord ? Je ne dis pas qu'on ne tient pas compte des risques, je dis simplement que cet état de défaut n'est considéré a priori que dans les marchés financiers, et encore d'une manière sur laquelle je vais revenir. Parce qu'en effet, une question, la raison pour laquelle je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, la raison, c'est pas moi qui ai inventé ce sujet, ce sujet m'a été suggéré par d'autres qui réfléchissaient à tout à fait autre chose, il n'y avait pas de contrôle dedans, etc. Et donc c'est un écologue spécialiste plutôt des questions d'évolution dans l'écologie, Régis Ferrière, pour ne pas le citer, qui posait la question fort justement en disant mais quand on fait un modèle stochastique pour des espèces, etc., à la fin et qu'on fait des observations, qu'est-ce qu'on observe? Observe-t-on l'espèce ou observe-t-on l'espèce conditionnée par le fait qu'il n'y ait pas eu d'extinction de cette espèce? De la même façon, c'est quand on fait des modèles de faillite sur les histoires de risques et des choses comme ça, qu'est-ce qu'on observe? Qu'on a une boîte en... est-ce qu'on observe effectivement la boîte ou est-ce qu'on observe la boîte conditionnée par le fait qu'elle n'ait pas fait faillite? Quand on observe des agents, est-ce qu'on observe réellement des agents ou des agents conditionnés par le fait qu'ils ne sont pas morts? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Etc., etc. Alors ça dépend, et là tout de suite on voit se brancher, ça dépend de l'interaction des risques, des aléas avec les événements dont on parle. Si ces situations particulières sont indépendantes, je mets beaucoup de guillemets, sont indépendantes de l'aléa, entre guillemets, du système, de l'aléa naturel du système, on peut ne pas en tenir compte. Je vous donne un exemple. Vous avez des décisions d'investissement, je donne un exemple, acheter ou pas acheter un appartement, à quel niveau rembourser vos loyers, etc. etc. Votre prêt, bref. Décision d'investissement. On comprend bien que c'est en horizon un peu incertain. On ne sait pas ce que seront les taux d'intérêt, on ne sait pas ce que sera l'économie, on ne sait pas, lorsqu'on n'est pas fonctionnaire, si on aura un job dans 3 ans, etc., etc. Donc il y a quand même tout un tas d'éléments aléatoires dont il est naturel de tenir compte en termes de décision d'investissement. En revanche, il y a d'autres événements qui peuvent un peu modifier votre vision, un peu plus dramatiques, du style un tremblement de terre à Paris de magnitude 9 sur l'échelle de Richter. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas très probable, et surtout c'est complètement indépendant du fait que vous achetiez ou non votre appartement. Même s'il faut se méfier des corrélations, parce qu'il y a quand même, on peut beaucoup s'amuser avec des corrélations et montrer des corrélations totalement absurdes, parce que corrélation n'a rien à voir avec lien de causalité. Mais bon, un débat. Là, il n'y a quand même pas de corrélation entre, je ne sais pas, le fait qu'il y ait une collision dans le système solaire et le fait qu'on prenne des décisions d'investissement. Donc, ce que je veux dire par là, ça on comprendra pourquoi, c'est que simplement si l'événement est indépendant, le conditionnement disparaît des coûts moyens, puisque en contrôle stochastique, on s'intéresse à des coûts moyens, et donc on peut travailler comme si cet événement n'apparaissait pas. En revanche, dès qu'il y a une corrélation entre ces situations particulières, ces événements, et ce que l'on décide de faire, là ça change tout.
Un exemple, c'est effectivement être en vie ou ne pas être en vie. Ça a quand même un rapport avec la manière dont on mène sa vie. D'accord ? Y compris un certain nombre de décisions d'investissement. Bien, donc on sent bien qu'il va y avoir que dans le cas où il y a des corrélations entre l'évolution du système et ces événements-là, il va falloir faire un peu attention. On est en train de changer de problématique. Ensuite, on sent bien que plus compliqué, les situations où les situations particulières évoluent dans le temps sont plus compliquées que l'événement qui se produit et qui ne se produit pas. Donc, exemple, rester en vie, ça dépend du temps. Puisqu'in fine, c'est pas possible. Donc, c'est bien quelque chose de dynamique. En revanche, arriver dans les deux premiers à une élection primaire, ou avoir ses signatures, pour reprendre l'exemple de Mademoiselle, ça sera décidé de manière définitive en un temps donné et en un seul temps. Donc, les cas faciles sont les cas où c'est un événement statique. Je vous en dirai quelques mots, mais on peut le réduire, et même s'il y a des corrélations, on peut très facilement se débrouiller là-dessus. Et donc le cas difficile, ce sont des événements entre guillemets dynamiques, qui dépendent du temps. Bon, et donc je vais prendre un exemple, j'aborderai d'autres exemples beaucoup plus simples. Je vais prendre ensuite, évidemment, si vous voulez parler de conditionnement, il faut que ça soit aléatoire. Si tout est déterministe, il n'y a aucune incertitude, il n'y a rien à faire. Ça n'a aucun sens. Donc, je vais prendre mon processus. C'est pas que je sois obsédé par le brownien, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Je veux dire, les deux processus, on veut des choses dynamiques en temps. Les deux processus les plus simples, c'est le mouvement de brownien et le poisson, le processus de poisson. Déjà, rien que le processus de poisson à écrire, c'est déjà plus compliqué. Donc, je préfère, et puis c'est des sauts, des trucs intégraux, c'est beaucoup plus lourd à écrire. Bon, mais ça n'a rien à voir, ça ne changera pas grand-chose à ce que je vais vous raconter. Les questions d'information partielle, lorsqu'il y a des sauts, je reviens en arrière sur le premier thème, je ne veux pas regarder. Je ne veux pas regarder parce que c'est un peu compliqué. Et on va tomber tout de suite sur des questions qui sont assez pénibles sur les processus. Donc, je suis sûr que c'est faisable, puisque si on sait faire sur les diffusions, on sait faire sur les poissons. Mais à ma connaissance, on est un peu dans le flou sur ces questions-là. Bien. Donc ça, c'est un appel aux bonnes volontés pour mettre toutes ces questions dans des cadres de processus ASSO de manière un peu plus au propre sur la première partie du cours. Deuxième partie du cours, là, en revanche, ça ne pose pas de problème. Ce que je vais vous raconter, que ce soit brownien, poisson ou quoi que ce soit d'un peu markovien, ne pose pas de problème. Je prends un brownien. Son intensité d'aléa, je la normalise à 1. C'est juste une question de changement de temps. Une fois que j'ai choisi ce 1-là, je ne peux plus choisir un 1 nulle part ailleurs, mais je peux en choisir un. Je vais prendre le système à nouveau le plus simple que je puisse imaginer, qui consiste à dire, je contrôle la vitesse modulo un bruit blanc. Alpha t dt. Et puis, j'ai un domaine D. Et je veux conditionner
tout par le fait que, à l'instant t, par le fait que xs appartiennent au domaine fermé pour tous les s jusqu'à l'instant t. En d'autres termes, je veux conditionner par le fait de ne pas sortir du domaine. La sortie pouvant dire faire faillite, la sortie pouvant dire mourir, etc. etc. Donc le slash, qu'est-ce que ça veut dire, conditionner, etc. Ça, on va y revenir, mais voilà l'idée. En particulier, si vous pensez que ce domaine, c'est une grande boule, et que la boule tend vers l'infini, le rayon de la boule tend vers l'infini, bien vous voyez que l'influence du conditionnement se dissipe petit à petit. Puisque si la boule devient immense, il y a très très peu de chances qu'on sorte. Et que donc, en faisant tendre D vers l'infini, normalement, on doit se ramener à une situation dans laquelle il n'y a plus de conditionnement. Enfin, normalement, ça sera à vérifier. Bien. Alors, essayons maintenant d'avancer un tout petit peu sur cette problématique. Donc, je mets en place là, ce matin 2 sous-exemples pour vraiment faire les choses le plus simplement possible. Premier sous-exemple, avec en horizon fini, je vais dire j'ai un certain critère qui dépend de mon état final. Je vais minimiser sur tous les coups, sur tous les contrôles qui sont dans la boule de rayon. J'ai dit que 1, ce n'était pas possible. Donc L, presque sûrement. Vous voyez, je dis, bon, ma vitesse, elle peut prendre n'importe quelle valeur dans une boule. La chose est plus simple. J'ai un coup qui dépend de ma position. Et donc, je vais conditionner par le fait qu'à l'instant grand t, on ne soit jamais sorti, et ce qu'on appelle par tau x supérieur ou égal à grand t, où tau x est le premier temps où on n'est plus dans des barres. Donc, au passage, comme vous avez un brownien, si le domaine est borné, et si t est très très grand, vous êtes en train de conditionner par un événement qui est de moins en moins probable. La probabilité que tau x soit plus grande que t, et la probabilité que tau x soit plus grand que t, et tend, et en fait même exponentiellement vite, vers 0 quand t tend vers l'infini. Ça, c'est parce que on a ici un processus non borné, non dégénéré. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de conditionner par un événement de plus en plus improbable. Okay. Donc, la déviation par rapport au fait qu'on ne conditionne pas doit s'accentuer avec le temps. Donc, comprenons bien de quoi il s'agit. Quand j'écris cette espérance conditionnelle, c'est E de G de xt, fonction indicatrice de tau x plus grand que t, divisé par la probabilité que tau x soit plus grand que t. C'est bien ce quotient de probabilité conditionnelle. Puisque ce terme-là, sans la division, ça serait un problème de contrôle stochastique avec sortie standard. Mais il y a la division. Et le alpha, il apparaît partout. Bien. Deuxième exemple, ça sera de minimiser par rapport à tous les contrôles, disons, dans L2, en T et oméga, adaptés à l'attribut engendré par le brownien, toute la litanie habituelle. Et je vais maintenant prendre l'intégrale de 0 à t de l'espérance, et je suis bien obligé de mettre l'espérance à l'intérieur, puisque ce que je vais mettre ici, c'est un f de xt
plus 1/2 de alpha t carré, conditionné par le fait que tau x soit supérieur ou égal à petit t, c'est-à-dire que lorsque je prends mes décisions à l'instant petit t, c'est conditionné par le fait que la sortie ne s'est pas produite, dt, plus éventuellement un coût final, comme précédemment. Voilà mes deux sous-exemples très simples que je vais prendre. Étant entendu que lorsqu'on aura compris ces deux sous-exemples, le premier est particulièrement simple parce qu'il y a relativement peu de termes, mais on sent bien qu'il est quand même un peu particulier. Mais une fois qu'on a compris comment ça marche le premier, bon, mais déjà ce bout-là dans le deuxième, ben on l'aura compris. Et puis, une fois qu'on aura compris ça, vous pourrez mettre n'importe quoi, n'importe quel modèle. Les extensions deviendront claires. Donc, comme toujours, je préfère aller du particulier à l'évocation du général plutôt qu'à sonner le général pour évoquer le particulier. Grande spécialité de l'enseignement français. Oui, oui, ça sert, vous verrez. Puis s'il n'y a plus le temps de voir, ben, on reste avec un truc indigeste. Bien. Donc, même si on voit après, comme déjà le truc indigeste a débranché l'attention de 90% des élèves, de toute façon, personne ne comprend à quoi ça sert. À part ceux qui n'avaient rien besoin d'apprendre parce qu'ils auraient compris tout seuls de toute façon, donc ça ne sert à rien. Vous aurez compris de quoi je parle. Bien, alors on va partir d'exemples extrêmement particuliers et essayer de donner un sens à ces deux exemples. La question d'après qui va se poser, c'est quel contrôle choisir? Parce que là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit un processus adapté à l'attribut engendré par les browniens. Donc il y a un deuxième cas, même si j'ai commencé par citer ce cas-là, qui est de dire que alpha t est un processus général qui est simplement adapté à ce qu'il faut, par opposition à une classe particulière de contrôle qui sont les feedbacks. Qu'est-ce que ça veut dire, les feedbacks? Ça veut dire que vous allez choisir une dépendance, que la dépendance aléatoire va se faire à travers une fonction de stratégie qui peut éventuellement dépendre du temps, ça c'est pas le problème, mais en fait ce que vous vous donnez c'est une fonction alpha de t et de x. Il n'y a plus de oméga. Donc ça va être la définition d'un feedback. Et vous résolvez dxt égale une équation différentielle essentiellement ordinaire à laquelle vous allez rajouter ceci, un alpha t de xt dt. Donc il faut de la régularité de la fonction alpha de t et de x, peu importe. En fait, pas grand-chose pour ça, parce que grâce au brownien, mais si vous pensez des équations différentielles ordinaires, ce qu'il faut, c'est pas grave, la difficulté n'est pas là, mais vous choisissez une politique pour construire votre contrôle. Vous résolvez cette équation, et évidemment, ça vous donne un contrôle adapté qui est alpha t de xt. Simplement, les valeurs aléatoires du contrôle ne dépendent que de la position du système. Dans ce cas-là, elles peuvent dépendre de toute l'histoire des positions du système. Okay? Donc, pour prendre ma décision, dans le deuxième cas, j'ai le droit à toute l'histoire. Dans le premier cas, j'ai le droit qu'à la position instantanée. Bien. Alors, un des grands avantages du contrôle stochastique classique, information complète, sans conditionnement, etc., c'est le fait que les deux problèmes soient équivalents. C'est-à-dire que prendre tous les contrôles possibles ou juste les feedbacks, on peut démontrer de manière très générale que ces deux problèmes sont équivalents. Il faut des hypothèses, des réécritures, il y a des hypothèses techniques, mais le principe est vrai.
Et la raison, si on veut comprendre intuitivement pourquoi c'est vrai ça, c'est que, c'est d'ailleurs l'argument de la programmation dynamique, c'est de se dire c'est que si vous laissez, vous oubliez le conditionnement, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de conditionnement, il n'y a plus rien. Vous laissez évoluer votre système et puis vous le regardez à un instant ultérieur. Vous êtes en un point et vous vous dites, à partir de maintenant, les décisions que je peux prendre, c'est modulo le fait que j'ai changé de point de départ, c'est exactement les mêmes que celles que j'aurais pu prendre initialement. En d'autres termes, le temps s'est écoulé, vous avez changé de position, mais le problème que vous affrontez lorsque vous êtes en un nouveau point est exactement le même que le problème de départ. Donc, si vous voulez, c'est un problème de contrôle, donc on ne peut pas parler de markovianité, mais c'est l'évolution complète qui est markovienne, en un certain sens. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes arrivé à l'instant T, vous êtes en un point, vous pouvez oublier tout ce qui s'est passé avant. Et c'est ça qui crée l'identité entre les feedbacks optimaux et puis les contrôles généraux. Et là, on sent bien qu'il y a un problème, puisque, a priori, on a besoin de toute l'histoire quand on conditionne. Donc, si je suis arrivé, que je ne suis pas sorti en un point, OK, ce qui va se passer après, c'est la même chose. Je m'intéresse qu'à la situation où je ne sors pas. Mais est-ce que je peux réellement oublier ce qui s'est passé avant? D'une certaine manière, oui, mais non dans l'évaluation du critère, parce que ce n'est pas la même probabilité. Quand je redémarre, j'ai oublié le fait que de ne pas être sorti a déjà réduit l'éventail des possibles. J'ai d'une certaine manière les possibles qui consistent à ne plus sortir à partir de ce point, et j'ai oublié tous les possibles qui consistaient à ne pas sortir avant. Donc on sent bien que ce n'est plus le même problème. Ce n'est plus le même problème à cause de la division, à cause du conditionnement. Donc il y a un souci, et qu'il va falloir distinguer les deux cas. Je vais traiter les deux cas, et ensuite on verra que effectivement les infima sont différents, suivant qu'on prend des feedbacks ou des contrôles adaptés. On verra d'ailleurs que les contrôles généraux, c'est des feedbacks, mais par rapport à un objet en dimension infinie. Ça, ce n'est pas tellement surprenant. On sait bien que tout n'est pas markovien, mais que si on le regarde en dimension suffisamment grande, du style très infini, on peut tout rendre markovien. Ça, c'est toujours possible. Il y a des sortes de métathéorèmes là-dessus. Donc, ce n'est pas totalement inenvisageable qu'effectivement, avec un point de vue un peu général, en dimension infinie, on puisse se ramener à des situations de feedback. Mais ce ne sera pas des feedbacks qui dépendent que de la position. Ce ne sera pas non plus des feedbacks qui dépendent de l'histoire. Ce sera autre chose. On verra. Donc, il va falloir effectivement séparer ces deux cas-là, et on verra que ces deux cas-là coïncident, si je prends cet exemple, que dans un seul cas, qui est le cas où G égale constante. Effectivement, si G est égal à 0, par exemple, la minimisation, elle n'est pas trop compliquée. D'accord? Eh bien, c'est le seul cas où les deux cas coïncident. C'est-à-dire que c'est vraiment pratiquement jamais qu'on peut se réduire à des feedbacks. Bien. Je crois que ça fait une bonne introduction pour ce premier cours, parce que là, maintenant, l'étape d'après, ça va être de se lancer dans l'analyse du problème 1, comment se dépatouiller dans le cadre de feedback de 1 et de 2, et de transformer ça en quelque chose que je puisse manipuler. Avec deux problèmes, c'est que peut-on dire? Comment peut-on essayer de caractériser ce minimum, les contrôles optimaux? Et deuxième question, si le domaine tend vers l'infini, est-ce que je récupère bien le contrôle sans conditionnement? Et on va le faire pour 1, pour 2, et puis suivre. Donc la semaine prochaine, ça sera 1, la semaine d'après,
Ce sera 2 et probablement conclusion. J'aurai peut-être besoin de déborder un peu sur le cours d'après, et puis j'aborderai le troisième sujet encore non déterminé du cours. Bien, je souffle un moment, et pour ceux qui ne sont pas encore dégoûtés de m'entendre, je commence le séminaire tout à l'heure, vers 11 heures, entre 15 et 20, quand j'aurai un peu récupéré. Tout de suite, je l'espère. Non, pas d'applaudissements.